Nous allons parler habitat inclusif et évolutif avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, Alain Legros, qui est CEO de l'entreprise ITA, qui est basée en Belgique. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, si tu souhaites te présenter, et ensuite présenter ITAC. On va parler après de l'habitat inclusif et évolutif. Bien. Ben, écoute, en quelques mots, donc je suis CEO de Itac SA, qui est une société anonyme de promotion immobilière. J'expliquerai évidemment la niche dans laquelle nous nous plaçons. Je suis également CEO d'une société de consultance, Balder SRL. Voilà, c'est les nouvelles technologies, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sont d'autres sujets, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais dont j'ai besoin dans mon approche de proposition de solutions pour habiter autrement avec l'âge et la fragilité. Et puis, je suis également président fondateur d'une fondation d'utilité publique. Alors en Belgique, c'est effectivement un organisme non-profit et consacré d'utilité publique sur le plan national et qui travaille sur ces matières, mais qui alors là, de façon totalement non-profit, accompagne les collectivités locales, voilà, fait pas mal de choses, est une veille internationale aussi, essentiellement en langue française, sur les champs que tu pratiques avec la Silver Economy. Voilà. Quand on parle d'habitat inclusif et évolutif, inclusif veut dire quoi et évolutif veut dire quoi également? Alors, je parlerai tout à l'heure du territoire, parce que ce n'est pas, quand on parle d'habitat, on ne parle pas que de logement, évidemment. Hein. On parle d'habiter, on habite, comme le Covid nous l'a appris, tout à coup, on se rend compte qu'on est ancré quelque part, quoi, hein, comme confiné sans doute, mais ancré. Hein. On n'est pas partout. Alors, inclusif, ça veut dire, bon, d'abord, je vais dire que notre proposition est en rupture avec toute une série de propositions qui vont coexister et qui sont, je pense, tout à fait légitimes pour l'habitat de la personne âgée, voilà, au sens large, ou handicapée, d'accord? Parce que je n'encile pas ces problématiques de fragilité. Donc, vous avez en France les EHPAD, nous avons les maisons de repos et de soins, nous avons les services résidentiels pour personnes en situation de handicap, etc., etc. Nous avons de nouvelles propositions comme Abifield, le béguinage. Il y a encore un article dans Le Monde assez intéressant sur le sujet en France. Il y aura le kangaroo warning. Enfin, il y a pas mal, si on parle d'habiter, l'âge et la fragilité vont coexister pas mal de choses, en fin de compte. Ici, paradoxalement, quand je parle d'inclusif et d'évolutif, je crée un habitat pour tout le monde. Donc, je ne stigmatise plus l'âge ou la fragilité. Je dis, voilà, pour ce respect, là, je parle aux Français, pour tendre à retrouver cette égalité, cette fraternité, cette liberté, quelles que soient nos fragilités, parce que la fragilité, elle peut arriver avec l'âge, elle peut arriver lors d'un accident, l'enfance, c'est très fragile également. Donc, comment construire autrement, comment, donc là je parle de construction, mais comment travailler plus dans l'inclusion dans la collectivité locale, donc dans le bassin de vie, pour permettre en fin de compte à tout le monde d'aller au plus loin dans son habitat et qui prenne en compte ses fragilités, et sans stigmatisation. Alors, très concrètement, pardon, je peux parler de ce premier projet de 22 logements à Neufchâteau, qui est une commune du Luxembourg belge. On est sur un foncier de 3000 m², qui est très proche des services de mobilité, très proche du centre de la commune. On est à 700 mètres du centre de la commune, et en même temps projeté dans un très très beau paysage. Donc la nature est présente, c'est presque un clos privé, je dirais. Alors, en fin de compte, ces logements, quand ils seront bâtis, puisqu'on est dans cette phase de, on termine le permis de bâtir, voilà, donc c'est parti, ils seront proposés à la vente ou à la location de tout un chacun. Il n'y a pas de ségrégation d'âge, que sais-je, voilà. Mais
que ce soit une jeune maman ou une femme seule, hein, avec les couples aujourd'hui qui se séparent, etc., 2 enfants en bas âge, les portes sont dimensionnées à 1 mètre d'ouverture. La mobilité est complète dans toute la structure du bâtiment, et on voit une image de ces bâtiments derrière moi là pour le moment. Comme tu le vois, ces 22 logements, ce n'est pas une barre de bâtiment. On a recréé des blocs. Dans chacun de ces blocs, il y a un ascenseur. Donc, une personne en mobilité réduite a accès partout. Les couloirs sont surdimensionnés. Bien sûr, ça a un coût au niveau de la promotion et de la construction, mais ça veut dire que le couloir devient aussi une scénographie de l'intergénération, un peu comme la rue du village, si tu veux, dans laquelle on sortait la chaise devant la maison hein, pour papoter, cet endroit entre l'espace privé et l'espace public, et qui permettait effectivement ce lien, la papote. Hein, Ah, c'est pour ça, je vais blaguer, c'est pour ça que maintenant, c'est les jeunes qui tiennent les halls d'entrée des immeubles. Comme leurs parents âgés pour tenir la rue. D'accord, je note. Tout à fait, mais là, donc, encore une fois, donc c'est notre architecte qui termine une thèse de doctorat à l'ULG, qui est professeur également, jeune architecte brillant. On est donc dans ces thèses des années 60 de l'architecture sur la non-détermination en habitat. C'est comment l'habitat, donc d'une part, est inclusif, je vais le dire. Bon, je ne vais pas aller au bout du détail, évidemment. On peut évidemment très facilement et à moindre coût, très rapidement, adapté même avec toilettes adaptées, barres de soutien, etc. Hein. Donc, on peut aller très, très loin, hein, même plus loin à la limite que dans une maison de repos ou dans un EHPAD voilà, dont tout n'a pas été pensé au niveau des nouvelles solutions. Par contre, alors ça fera partie du côté évolutif. Absolument. Alors oui, l'évolutif, c'est également pouvoir, donc aucune cloison intérieure de ces logements, que ce soit une chambre, 2 chambres, selon les superficies, hein, des 70 mètres carrés, des 90 mètres carrés. Il y a même une maison hein, qui peut être dissociée en 2 appartements, mais c'est aussi une maison 4 chambres. Hein. Donc, il y a une diversité aussi de propositions de superficie au logement, et on voit bien sociologiquement aussi ce que ça représente en termes de future occupation. Mais donc, aucune technique n'est présente dans les cloisons, ce qui veut dire que, en fonction du besoin, on peut être dans l'open space comme on peut moduler ces espaces de vie en fonction de la nécessité. Alors, ça veut dire, dès le départ, effectivement, 1 enfant, 2 enfants, enfin, créer des chambres ou les supprimer, mais ça veut dire aussi, en besoin de mobilité, par exemple, très facilement adapter le logement, même avec un liquère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une très, très grande souplesse d'évolution dans le logement, et j'insiste, à moindre coût, sans devoir faire des transformations importantes comme ce qu'on voit quelquefois dans l'adaptation du domicile pour les seniors. Alors, le 3e axe, c'est, je disais, alors, intergénérationnel, pour moi, ça ne veut rien dire. Je veux dire, tout immeuble est intergénérationnel, si ce n'est que dans la plupart des bâtis dans lesquels nous vivons, dans nos villes, il y a peu d'endroits pour que l'intergénération puisse être positive. C'est souvent même négatif. Hein. Ça fait trop de bruit, là, les jeunes, etc. Ça m'emmerde. Qu'est-ce qu'elle met longtemps à descendre l'ascenseur? Exactement. Moi, j'attends en bas de l'ascenseur. Donc, je pense que plutôt que de projeter quoi que ce soit, puisque le citoyen est libre, il a ses souhaits, c'est également de prévoir, enfin, c'est de proposer ce que j'appelle une scénographie. Comme on le voit encore ici dans cet exemple, on est parti d'une culture de l'habitat de Neufchâteau, donc de la venelle, de la ruelle, voilà. Donc, ce n'est pas un bloc, hein, d'accord? Donc, il y a des placettes, c'est 12 logements par 12 logements. Donc, des petites places dans lesquelles il peut se passer quelque chose, placettes couvertes, placettes non couvertes, hein, extérieures. Il y a aussi le jardin collectif, je dirais, puisqu'il n'y a pas de jardin privatif, mais on a veillé effectivement dans ce merveilleux paysage qu'on ne voit pas, hein, qui est face à ces bâtiments, qui est vraiment, c'est toute l'Ardenne, hein, c'est vraiment merveilleux, mais vraiment l'occasion de faire un barbecue ensemble, etc. Mais rien n'est obligatoire. La personne,
personnellement, je serai seul, âgé, je sais que je passerai quand même beaucoup de temps à écouter, je sais pas, mes suites pour violoncelle de Bach, ou voilà, qu'on ne m'emmerde pas. Voilà, donc c'est mon droit. Donc c'est cette capacité, donc ça veut dire aussi de l'isolation acoustique, hein. Ça veut dire que dans le bâti, le diable est dans le détail, il faut prévoir tout cela. Tout est Est-ce que ça veut pour… dire aussi que lorsque vous concevez l'architecture, en fait, le fait de laisser les gens tranquilles, ça a un impact dans la construction de l'architecture? Pardon, je n'ai pas compris. Alors, je reprends, en fait. Pardon. Je suis entièrement d'accord. Le fait, effectivement, lorsqu'on rentre chez soi dans un immeuble, en fait, on Oui, n'a pas envie de dire forcément bonjour tous les soirs à tous les voisins, d'accord? Donc, on va exactement, être voilà. tranquille, on va être tranquille. Est-ce que cette volonté de liberté a une influence dans la manière de construire les espaces communs? Oui, ben, les espaces communs, je le dis, attention, il n'y a pas de salle collective, par exemple, hein. Il apparaît que dans les expériences hollandaises, par exemple, chaque fois qu'on a fait ce type de projet avec, de façon très, dans l'intention très positive de créer un espace collectif, ben, cet espace collectif n'était pas visité, en fin de compte, était Oui, très, parce qu'en très fait, peu. je passe par l'espace collectif, c'est l'obligation quand même Ah de dire oui, bonjour à tout le monde, et c'est ça? d'habiter ensemble. Donc, c'est tout sauf la communauté, hein. Je ne propose pas une communauté. Donc, ce n'est pas Abbeyfield, hein. Ce n'est pas la salle à manger commune, ce n'est pas, etc., etc. C'est un peu comme dans, je dirais, dans n'importe quel ensemble d'habitats, mais je pense que c'est beaucoup mieux réfléchi, beaucoup plus travaillé, évidemment, hein. Je ne peux pas, évidemment, décliner tous les aspects, et notamment en termes de construction. Euh, mais donc, c'est vraiment je veux dire, proposer dans, aux habitants qui vont y vivre, et ensuite, comme on le sait, il y a des personnes qui décèdent, il y a de nouveaux habitants, etc. Donc, on ne peut pas figer non plus. Ce n'est pas une communauté, quoi, hein. Mais D'accord. c'est vraiment créer le potentiel de cela si les habitants veulent, enfin, les ou une part des habitants veulent faire des trucs ensemble dans leur proximité d'habitat, eh bien, c'est proposé, c'est prévu, il y a une proposition de cet ordre. Voilà. D'accord. Qui va venir y habiter? C'est Tout le monde. des personnes handicapées, des personnes âgées? Non, Ou c'est non, ouvert à tout le monde? tout le Euh, monde. d'accord. Et est-ce que les gens qui vont venir y habiter vont savoir que c'est inclusif? Oui. Est-ce qu'ils vont Ah venir oui. parce que c'est inclusif ou est-ce que ce sera un plus? Non, non, ils le savent. C'est effectivement une réponse à des personnes qui doivent quitter le domicile. Et comme plus de 90% de la population en Belgique, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose en France, veulent éviter l'EHPAD ou la maison de repos, ou n'ont pas les moyens non plus de la résidence-service, etc. Voilà. Donc, j'en toucherai un mot parce qu'il n'y a pas que l'habitat, il y a aussi, on s'est occupé à travailler, mais ce n'est pas Itac et ça, hein, c'est Balder SRL, c'est Fondation Vestalia, de travailler évidemment, dissocier l'habitat et le service. J'avais une petite note, je dis c'est dissocier habitat, service et soins pour construire une alternative durable à la maison de repos. Donc à l'encilement du soin, du senior, voilà, quelle que soit la formule. C'est Je crois. vraiment ramener cela dans l'habitat pour tout le monde. D'accord, ok, Encore, d'accord, oui. d'accord. Et donc, Oui, oui. bien sûr qu'il y a une communication qui va dans ce sens-là. Il y a eu conférence de presse dans la commune, dans la région, la presse a couvert, voilà. Inclusion, et le mot est cité. Alors, c'est clair que ce que nous espérons, c'est que ça soit déjà une réponse pour des personnes vieillissantes qui quittent un domicile, etc. Donc, mais ça va, voilà, c'est un projet pilote aussi, hein, de ce point de vue-là. Mais donc, il n'y a aucune ségrégation d'âge à l'acquisition de l'appartement. Donc, c'est de l'IMO tout à fait classique, hein. Je veux dire, on bâtit des bâtiments, ça nous appartient, on les met à la vente. Il y a des personnes qui se sont déjà d'ailleurs manifestées pour en acheter, pour les mettre en location dans un premier temps et pour pouvoir l'occuper plus tard, prévoyant effectivement le besoin de déménagement dans l'habitat. Voilà. Et donc là, il y a une proposition qui va prendre en compte tout ce qu'on rencontre comme problématique quand on doit adapter son domicile notamment, mais de façon non stigmatisante. Au final, quand on dit inclusif, ça demande peut-être plus de recherche. Et donc, est-ce qu'au final, c'est plus cher? Non, non. Non? C'est un engagement que j'ai pris. Alors là, évidemment, il y a un côté éthique dans l'entreprise que je dirige.
c'est clair que nos marges sont moins importantes que de la promotion immobilière classique. Ce que nous espérons dans le lien avec les pouvoirs publics, je plaide à cela, même au niveau de responsables politiques ou administration. Je pense un peu comme sur la grande question du CO2 et de la planète. Je pense que nos sociétés vont devoir réfléchir dans cette articulation publique-privée à trouver non pas du subside, mais des incitants. Je veux dire, peut-être pour compenser cette perte financière quand on bâtit et quand on travaille dans cette précision d'architecture et en prenant d'ailleurs, bon, c'est des mètres carrés à la construction, hein, voilà, c'est très simple. Alors, bon, je vais pas, on essaie de répondre à 5 questions aussi, hein, je veux dire, ici on travaille beaucoup sur le bois, notamment le CLT, sur l'isolation, on a de nouvelles règles ici en Belgique, le QZEN avec la production d'énergie, etc. Donc, c'est aussi un terrain d'innovation pour répondre à d'autres questions que celle de l'inclusion. D'accord. Un bâtir, un habiter autrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Ce projet-là, vous en avez d'autres après oui, je ne peux pas en parler parce que rien n'est cité, mais nous sommes déjà sollicités, effectivement. Alors, il y a une raison, vous savez, on va revenir à la maison de repos. C'est 8% de la population des 65 ans et plus en Wallonie-Bruxelles, hein, actuellement. On parle beaucoup de l'EHPAD, on parle beaucoup de la maison de repos. On ne parle que de 8% de la population. C'est ça, c'est une minorité, ultra-minorité. C'est une ultra-minorité. Alors, vous devez savoir aussi que dans le chef des collectivités locales, des communes, et c'est leur rôle quand ils gèrent bien la demande du citoyen, ils n'ont pas les moyens d'attirer un investisseur pour construire une maison de repos. Qui plus est, il y a un moratoire sur les lits. Je veux dire, on peut pas, parce que les lits sont subsidiés chez nous, donc voilà, on ne peut pas ouvrir. Alors, c'est dans l'économie actuelle du modèle, il faut être à 100 lits quoi, hein, pour pouvoir voilà, économiquement ouvrir une maison de repos. Donc, ce type d'approche est également sans être une initiative privée, société civile, cooptation, communautaire, habitat participatif, etc. C'est une vraie proposition qui peut s'étendre pour répondre aux besoins de communes qui n'ont pas dans la proximité un endroit dédicacé à la personne âgée, quoi. Il faut penser aussi au répit, hein, je veux dire, il faut penser aux aidants proches aussi, ça c'est très très important. Hein, ça impacte directement l'économie. Quand on parle de silver economy, c'est beaucoup plus large que l'objet connecté, l'habitat, etc. pour la personne âgée. Ça touche nécessairement toute l'économie et de la population qui est au travail. Alors, je voulais juste parler un moment du territoire. Parce que ça voilà, justement, en fait, ma question, c'était comment, justement, en fait, j'allais aussi y venir. Je ne sais pas, je pose la question, est-ce que tu avais d'autres projets aussi? Parce que est-ce qu'on construit les mêmes habitats inclusifs en milieu rural ou en milieu urbain? Est-ce qu'il y a des différences entre les territoires? Il y a des constantes sur l'approche des fonctions architecturales, oui. Certainement pas dans le dessin de l'architecture, parce qu'il y a des cultures d'habitat, même dans un petit pays comme la Belgique, entre l'Ardenne, une ville comme Liège, Bruxelles ou une commune bruxelloise. Déjà, il y a des urbanismes qui ont des règles différentes. Donc déjà, dans le dessin, ça va être un peu différent. Et puis, les besoins vont s'exprimer différemment. Parce que habiter, ce n'est pas qu'un logement, c'est les problématiques d'accès aux services, en compte, mais qu'ils soient de mobilité, de nutrition, de soins de proximité, de première ligne de soins, etc. Parce qu'au moment où on dissocie habitat et services, il faut quand même s'inquiéter de savoir si les services existent hein, dans l'endroit où on va habiter, quoi. Donc, on est obligé de travailler, et nous le faisons, pas toujours, je veux dire, c'est pas de la réussite immédiate, hein, mais c'est notre endroit de travail, c'est de pouvoir, je veux dire, renforcer cette approche transversale. Donc, au moment où on fait cette proposition d'habitat, il faut nécessairement, pour les personnes qui vont y vivre, qu'elles aient accès à la première ligne de soins, hein, et si possible dans l'interdisciplinaire. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler avec des personnes qui sont dans le même endroit intellectuel que nous en Belgique. On va parler d'Anda 27, on en parlera, je pense, des objets connectés, de Ergo 2.0, etc. Donc, c'est paradoxalement, c'est ramener en fin de compte le service
dans le local, mais toujours dans cette proposition de, voilà, les services sont là, vous en faites, c'est selon votre besoin, votre souhait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous ne préjugeons du besoin. C'est très important. De la même façon, je ne dirai jamais à une personne, tu es vieille, tu es handicapée. Non, pour moi, on est d'abord citoyen, et puis on est d'abord, enfin, moi j'ai 63 ans, mais je me considère, enfin, si on me dit que je suis vieux, c'est dans ton regard, hein, c'est pas dans le mien. Un. Deux, je suis d'abord, je préfère me définir comme père, comme fils que j'ai été, comme époux, etc. Comme ami, comme celui qui aime la glace de chez Pingouin, quoi, hein, parce que c'est un très bon glacier de ma petite ville natale, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je suis, c'est pas un vieux, tu vois, et je veux pas qu'on me le renvoie. Donc voilà. Et je pense que ça rencontre, je suis un vrai boomer, quoi, hein, je suis un de 58, et je pense que beaucoup de monde aujourd'hui, voilà. Mais on parlait de territoire. Alors, c'est un peu théorique, mais j'ai envie quand même de le livrer parce que c'est une sagesse théorique qui m'aide aussi à réfléchir les business models. Et c'est Bruno Latour, voilà, qui a écrit à l'occasion du Covid. Là, il faut que je lise, évidemment. Il dit « Reconsidérer le territoire à l'endroit ». Décrire un territoire, mais à l'endroit, du dernier essai donc du philosophe Bruno Latour. Où suis-je? Il a écrit ça récemment. Où suis-je? Leçon du confinement à l'usage des terrestres. Être localisé et se situer, ce n'est pas la même chose. Dans les deux cas, on mesure bien ce qui compte, mais pas de la même manière. Alors que vu à l'envers, fait territoire, tout ce qu'on peut localiser sur une carte en l'entourant d'un trait, vu à l'endroit, un territoire s'entendra aussi loin que la liste des interactions avec ceux dont on dépend, mais pas plus. Si la première définition est cartographique et le plus souvent administrative ou juridique, dites-moi qui vous êtes et je vous dirai quel est votre territoire. La seconde est davantage éthologique. Dites-moi de quoi vous vivez et je vous dirai jusqu'où s'étend votre terrain de vie. Donc voilà, on parle d'un terrain de vie. Et donc, bon, le projet, évidemment, notre projet est très ambitieux hein, dans son exemplarité, c'est de dire, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des outils, c'est le logement, ce sont les services, voilà. Et puis, on ne vient pas faire la révolution. Il y a des collectivités locales, il y a des associations de communes chez nous, il y a des centres publics d'aide sociale, il y a bien sûr les professions libérales locales, toute l'économie locale, elle existe, elle est au travail. Aujourd'hui, souvent, dans l'évolution un peu de cette société néolibérale, hein, de la marchandisation du soin, etc., on a perdu un petit peu ce fondement premier qui est celui de l'échange humain, quand même, avec le commerce, avec voilà, donc cet endroit-là, quoi. Donc, c'est ramener cela, en fin de compte, et en interpellant toutes ces personnes. Et donc, avec la Fondation Vestalia, on fait ce travail. Notamment à Neuchâteau, nous sommes vraiment en lien avec, et de façon extrêmement riche, avec le président du CPAS, du Centre public d'aide sociale, avec la bourgmestre, avec le premier échevin, un député également qui ne peut pas siéger, voilà, parce qu'il a choisi d'être député. Je fais se rencontrer des collectivités locales. C'est une proposition de Vestalia. Donc, on emmène toutes ces personnes rencontrer les personnes d'une autre commune sur laquelle nous sommes au travail. Mais on emmène tout le monde également à Bruxelles, dans une commune bruxelloise, hein, donc dans une très grande différence de terrain, pour voir ce qui s'y fait. Donc, c'est de l'échange d'expertise. Donc, essentiellement, c'est de travailler sur le lien. Hein. Oui. D'accord. Vestalia, juste pour que les gens comprennent, c'est la partie plutôt servicielle. Service. C'est une fondation d'utilité publique. Ouais. Donc, c'est de l'expertise, de l'échange d'expertise internationale, comme quand on parle ensemble dans cet endroit-là. C'est aussi avec l'Axe lémanique en Suisse, avec les maisons médico-sociales, avec le CHU de Lausanne, c'est l'Abrapa avec Jean Karamazzana à Strasbourg, etc. Donc, il y a vraiment, Vestalia est vraiment un endroit où nous échangeons beaucoup
comme experts, mais ce sont des experts qui sont au travail. Hein. Ce n'est pas uniquement, mais il y a également de l'académique. Des gens comme Stéphane Adam, par exemple, qui est expert. Tu es également expert pour Vestalia. Il y a des médecins, architectes, journalistes. Voilà. C'est de nouveau une multiplicité de compétences qui entrent en résonance sur cette vision. D'accord. Et voilà. Et alors, ce n'est pas évidemment que de la conférence ou de la présentation. C'est pour ça qu'il y a eu cette création de sociétés anonymes. Il y a du marchand, hein, pour créer de l'exemplarité. C'est quand même plus parlant que de l'intention. Le tout se fait en écoutant les gens, en écoutant la personne. Oui, oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Le besoin, par exemple, je pourrais encore dire ceci, Neuchâteau, en Luxembourg belge, c'est une faible densité de population. Hein, c'est un peu comme l'Ardenne française. Enfin bon, voilà, on est dans la forêt, on est dans les champs. Il y a bien sûr des villes, mais beaucoup d'éloignements. Si on parle dans la définition de la tour sur les liens qui permettent de me raconter comment je garde mon roman personnel, comment je garde mon lien social, etc., jusqu'au bout. Pour moi, la mort, parce que, je veux dire, l'enfance est fragile, mais l'avantage quand on sort de la crèche, c'est qu'on a la vie devant soi. Quand on parle de l'âge, on en parle peu. On essaie d'éviter ce sujet, mais on a la mort devant soi. Moi, j'y pense déjà. Moi, je souhaite que la mort ne finisse rien, qu'elle interrompe quelque chose. Donc, on travaille bien sur un projet de vie. Et ça veut dire que habiter dans ce type d'endroit, si on continue à travailler avec les uns et les autres, et là, ce n'est pas nous qui nous en occupons, on est juste incitant, ça veut dire que, par exemple, après la pension, pour exister non pas comme un senior, quelqu'un qui n'est plus productif, ben, il y a un projet à réaliser, que ce soit sur du bénévolat, du service, voire rémunéré, mais comment on reste également un acteur du lien au service de la collectivité. Ça, c'est très, très important. Et pas mal de pathologies, d'ailleurs, si on parle de la santé avec un grand S, vont, je veux dire, s'améliorer. Si on prend Alzheimer, par exemple, j'en parlais encore récemment avec le Centre Lénartz de la mémoire à Lausanne et le professeur Desmonnets, ben, ce n'est pas vraiment la molécule qui est efficiente sur Alzheimer, hein, c'est continuer à parler, c'est être dans le lien social, c'est faire du mouvement, c'est prendre de la lumière, quoi, hein, être à l'extérieur, ou de la luminothérapie, du 470 nanomètres sur le cycle circadien, etc. Donc, c'est sur la qualité de vie. Donc, je pense qu'un des grands enjeux de toute fragilité, c'est d'augmenter la qualité de vie. Alors, tout cela, je ne l'ai pas inventé non plus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis président et administrateur délégué depuis 25 ans d'un service résidentiel de handicap sévère adulte qui s'appelle la résidence Lennox. Et déjà en 2006, dans les nouveaux bâtiments que j'ai fait, avec architecte bien entendu, c'était de l'archithérapie. C'est comment l'architecture, donc le lieu de vie, l'habitat, est en soi un adjuvant aux soins, mais dans le quotidien. Et si vous allez sur Vestalia, je crois que vous verrez des images, résidence Lennox. Voilà, c'est un bâtiment d'ailleurs qui a été primé Belgium Building Award. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il travaille. À l'époque, là, ce n'était pas Bruno Latour, c'était plutôt Michel Serres, les 5 sens. Voilà, pour des personnes qui fréquentent très, très difficilement encore le réel, vu leur situation de handicap, c'est comment j'amène le réel à ces personnes dans le rythme des saisons, de la lumière, les 5 sens, en fin de compte. Voilà. Donc, une autre façon. Alors, c'est un tout petit peu plus cher que de bâtir comme on le fait, je veux dire, uniquement dans une dimension financière, en clair. Hein. Il y a peu d'architecture. Mais dans nos sociétés, il y a toujours eu très peu d'architecture. L'architecture, dans les temps passés, c'était quand même les châteaux et les églises. Hein. Mais je veux dire, qui se payait l'architecte, quoi. C'est cher, l'architecte. Donc, mais je pense aussi qu'avec une nouvelle dimension de l'architecture, et même internationale, il y a une autre approche. Ce n'est pas nécessairement du luxe, hein, ce n'est pas dans le matériau, c'est dans les espaces, c'est dans l'intelligence de l'architecture. Ça veut dire, tu voulais également aborder le fait d'écouter les personnes, écouter les collectivités. Oui. Tu voulais également aborder ce sujet-là? Mais je veux dire, je peux très concrètement, je prends l'exemple de Neuchâteau, alors que j'habite à 80 km, hein, c'est pas très loin, mais pour moi c'est une autre culture. L'Ardenne, ce n'est pas la Meuse. C'est très différent. Donc,
Je me suis beaucoup baladé dans le château. J'ai rencontré le conseil des aînés, nous avons parlé ensemble. Donc, j'ai besoin toujours, alors c'est paradoxal hein, pour un CEO de SA, de promotion immobilière, mais j'ai vraiment besoin de m'imprégner, d'abord comme humain, de ce que je perçois, de l'endroit où je suis, et puis de parler avec les gens. Et de dire, et tout à coup, je découvre que, de façon très singulière, bah, dans le Luxembourg belge, il y a des personnes vieillissantes qui étaient fermiers, petits fermiers, tu vois, ces anciennes exploitations maintenant qui tendent à disparaître, hein, malheureusement, un peu partout, et qui doivent quitter la ferme parce que voilà, ils sont trop âgés, mais ils voudraient emporter un chien hein, parce qu'ils ont toujours vécu avec leur chien, donc, ou même si c'est un chiot et un nouveau chien. Et puis, ils ne veulent pas non plus quitter le Luxembourg, ils ne veulent pas quitter le paysage, ils ne veulent pas quitter le territoire hein, et se retrouver dans une maison de repos ailleurs, je ne sais pas, dans une chambre de 17 mètres carrés. Enfin, ce n'est pas un sujet. Quoi. Voilà, ils préfèrent mourir plutôt. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je découvre une réalité qui n'est pas exprimée à Bruxelles, bien sûr, ou à Liège, puisqu'on est en ruralité. On va parler de mobilité, etc. Donc, voilà. Et on apprend énormément. Pour moi, la première intelligence, elle est dans l'expression du besoin et du souhait avant le besoin, le souhait de la personne, et puis aussi essentiellement dans la première ligne de soins. Je vais parler de l'infirmière, du kiné, de l'ergo, donc des gens qui vont à domicile, de l'aide à domicile, parce que là c'est encore mieux, parce que là il y a pas, on ne se contraint pas. On peut discuter avec la dame d'ouvrage, hein, on peut se livrer plus facilement qu'à un médecin notamment, hein, même un médecin de généraliste. Hein. Donc il faut se mettre dans cet endroit-là. Et d'ailleurs, bien sûr, il n'y a pas que moi, ici je parle de moi, mais j'ai été un des promoteurs du mouvement Ergo 2.0 et j'ai lancé, qui est maintenant subventionné par la région Wallonne, par la province du Brabant, par Iris-Care de Bruxelles. Ce sont des ergothérapeutes qui ne sont donc pas dans l'endroit du soin stricto sensu, hein, comme l'infirmière ou le médecin ou le kiné, hein, et qui sont là pour, bien sûr, traditionnellement, comme Merci Julie chez vous, l'adaptation du domicile, etc., aider la fracture technologique, enfin, qui n'est pas celle qu'on croit, hein, pour l'objet connecté, mais comme un peu expliqué, etc. Mais aussi, j'ai voulu que ça soit une ergothérapeute de quartier. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la personne individuelle, mais c'est aussi le quartier. Parce que même dans une ville, et là, tu me posais la question tout à l'heure entre la ruralité et une ville, est-ce qu'il y a des différences? Pour moi, une ville, ce n'est pas une entité. Si on prend Paris, si on prend Strasbourg, ben, il y a des quartiers avec des réalités socio-économiques, sociologiques, culturelles extrêmement différentes. Donc, si on veut être précis dans l'écoute, il faut qu'il y ait un acteur de proximité qui puisse, dans un premier temps, écouter et entendre. Ce n'est pas le même verbe. Hein. Entendre le besoin. Et quelque part, d'être le case manager, non pas seulement d'une personne dans l'endroit de sa santé stricto sensu, mais dans un projet de vie, d'un projet de vie de la personne et dans son quartier. C'est-à-dire avec les aidants proches, si ce n'est pas la famille, c'est les voisins, et c'est aussi repérer pour rétroagir sur la collectivité locale, c'est très concret. Hein, voilà, elle est en voiturette, mais la bordure, là, le trottoir, là, c'est pas aménagé. Quoi. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, c'est à l'occasion de l'âge, plutôt que d'en faire quelque chose quand même d'assez douloureux, hein, les fragilités, etc., c'est d'en faire un projet innovant de reconstruction de liens sociaux. Voilà. Et donc, on l'a bien vu avec le Covid, je vais parler d'une commune pas loin de Huy, ici sur la Meuse, à Nu. Je parlais avec le premier échevin, avec les édiles locaux. Ils ont fait un truc incroyable. Quoi. Il y a une solidarité fantastique, donc des infirmières, des médecins pensionnés quoi, qui se mettaient bénévolement. Il y a eu des portages de repas. Enfin, tout ça, il y a une solidarité vraiment exceptionnelle. Et maintenant que c'est moins prégnant au niveau du Covid, eh bien, ces personnes disent, et si on continuait? Et si on continuait? Parce que tout le monde y trouve avantage, évidemment. Mais c'est le bon vouloir. Hein, voilà. Donc, d'une part, comment est-ce qu'on fait dans l'endroit des métiers, des collectivités locales, des gens qui sont rémunérés pour cela, mais aussi comment est-ce qu'on active de la solidarité. Voilà. C'est un travail. C'est un travail. Et Ergo 2.0, alors 2.0 parce qu'elle est connectée, voilà, on arrive aussi avec comment donc on associe les nouvelles technologies et ce qu'elle nous apporte en termes d'outils, ça nous permet de renforcer l'humain
et de revenir à des choses, un peu comme le disait Paul Valéry, ce qui est le meilleur dans le nouveau et ce qui répond à un désir ancien. Et je pense qu'on l'a bien vu dans cette crise de confinement, c'est que nous avons fondamentalement besoin du social, du rapport social, de se toucher, de s'embrasser, de la culture, de la culture. C'est en cela que c'est culture, hein, je veux dire territoire et culture. Autre point que tu voulais aborder, c'est dans la production, tu disais qu'il fallait, l'important c'était de garder la souplesse au niveau architectural également. Oui. Que veux-tu dire par garder la souplesse? C'est-à-dire, c'est ne pas figer. Souplesse, c'est ce que j'en ai parlé sur l'évolutivité. Donc, pouvoir fermer des pièces, faire d'un open space de 80 mètres carrés, de pouvoir, bien sûr, il y a quand même un minimum de contraintes qui sont la stabilité, évidemment, du bâtiment. Hein. Il y a les Bien sûr. colonnes, ça ne tient Quand pas tout même, seul. je peux pas déplier mon balcon, etc. Non, non, il y a quand même des contraintes, cher Frédéric. Non, il y a des contraintes. Mais comment on recule ces contraintes de bâti au maximum pour permettre cette évolution? Très important, la non-stigmatisation. C'est-à-dire, on ne fait pas un truc pour fragile, quoi. Mais si la porte est plus large, ça ne gêne personne. D'accord. Ça permettra de laisser passer. Et c'est là dès le départ. Il y a des choses alors qui peuvent s'adapter en fonction du besoin, en ce y compris le connecté. On aura un autre moment de présentation sur l'évolution des outils, notamment sur la chute, sur la biotélévigilance, etc., l'actimétrie. Voilà. On arrive aussi sur l'e-santé. On arrive sur la problématique, on n'en a pas parlé, mais d'une hospitalisation de plus en plus de courte durée, l'hôpital dans l'avenir, mais proche, et c'est déjà le cas chez nous, également pour des raisons économiques, et de plus en plus de courts séjours. On voit maintenant en cardiaque, en musculo-squelettique, je veux dire, il y a des séjours, enfin une hanche, un genou, etc. Bon, 2 jours après, on est dehors. Ah ben oui, mais à la maison, c'est pas adapté, etc. Ben on vous appelle un taxi. Voilà. Donc on est dans une dissociation du parcours dans le parcours du patient. C'est ça qu'on répète, mais c'est pas adapté chez moi, c'est pas grave, un taxi, d'accord, ok. C'est ça. Voilà. Donc il y a tout ce problème du suivi de la personne. Où est-ce qu'elle va? Alors, j'ai travaillé un moment comme consultant pour le groupe Égide de Domitis et qui, de façon très intelligente, proposait des appartements de court séjour dans la résidence-service. Hein. Et donc, ce n'est pas seulement les personnes âgées. Hein. Je me casse les 2 pattes au ski. Voilà, je vis seul. Là, je suis vraiment bloqué. Donc, je peux plus être à l'hôpital. Donc, ben, voilà, je suis dans un endroit de transition. Toi, tu parles du choix, en fait. C'est soit l'hôpital, soit être avec des vieux. C'est pas possible, ça. Il parle d'un choix. Bon, ben, je vais rester à l'hôpital. Ah bon, vous êtes sûr? Donc, ce qui veut dire aussi dans ce type d'habitat, c'est qu'on peut, et c'est très important, ne pas être dans un lieu de revalidation, dans une résidence-service, si j'habite Neuchâteau, d'être à Liège ou à Namur. Hein. Oui, pourquoi pas, le service sera très très bon et de très grande qualité, mais l'intérêt, c'est de revenir chez moi. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, si ça dure un mois, moi, mes amis, ma famille, etc., plutôt que de faire 100 km pour venir me voir, eh ben, elles prendront 10 minutes et je les verrai beaucoup plus. Et ça va participer également de ma revalidation, tu vois. Donc, c'est comment on organise aussi ce chemin du soin. Avec cette hospitalisation, cet hôpital qui deviendra essentiellement un lieu de technologie, de science et d'actes extrêmement précis, quoi. Donc, il y a tout cet enjeu du soin à domicile aussi. Hein. Je l'ai évoqué, je ne peux pas évoquer tous les sujets, mais on travaille beaucoup sur réactiver cet interdisciplinaire du soin, ne plus considérer le patient dans une pathologie, désensiler également les pathologies, mais le considérer comme sa santé dans un projet. On peut aller jusqu'au patient expert. Hein. Voilà. Une conclusion pour cette partie d'émission? Oh ben écoute, moi je n'ai pas de conclusion parce qu'on est sur un chemin. Là où je suis quand même très satisfait, c'est que j'ai le sentiment très concrètement d'avancer parce que là, il y a quand même des projets très concrets. Je pense que nous apprendrons encore de ces projets. Quand je pense au bâtiment dont j'ai fait mention tout à l'heure à Résidence Lennox en 2006,
Oui, quand on l'a inauguré, c'était un véritable succès d'estime, mais aussi d'abord le premier succès, c'est que nos résidents handicapés se battaient pour y aller. Donc, Je n'ose donc pas ça, c'est quand imaginer même… ce que ça donne, hein. Quoi? Je n'ose Quoi? pas imaginer la scène, hein. J'ose pas imaginer. Je blague, bien sûr, pour ceux qui Non, ne mais comprennent ça, pas. c'est le premier bénéfice, évidemment. C'est pour ça qu'on fait le truc. Mmh. Après, dans les années qui ont suivi, oui, si on recommençait le bâtiment, on changerait certaines choses, quoi. Voilà. Donc, il faut être dans cette… c'est une dimension de recherche également, mais en même temps, on ne fait pas que discuter du sexe des anges, quoi. On essaie quand même de faire un début de cathédrale, quoi. Voilà. On a beaucoup Ah, d'ambition, hein, voilà, voilà, mais c'est passionnant, passionnant. super, merci Alain. Alain Legros, je rappelle Merci que tu beaucoup. es CEO d'ITAC et on se retrouve dans une autre vidéo sur un autre sujet. Merci beaucoup Alain. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.